Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au Maïf Social Club ce samedi. Nous sommes absolument ravis de vous accueillir dans ce lieu pour une conférence autour de la question de la voiture et de la place de la voiture dans la ville aujourd'hui et demain. Je vais laisser Philippe Gargov, qui est notre modérateur, animateur, présenter l'ensemble des intervenants et intervenantes, que je remercie très chaleureusement pour leur présence à nos côtés aujourd'hui. Et évidemment, je vous rappelle qu'à l'issue de ce temps de conférence, vous êtes toutes et tous conviés à nous rejoindre au rez-de-chaussée pour à la fois voir l'exposition du Maïf Social Club et puis surtout qu'on partage un verre et qu'on continue les réflexions tous ensemble dans un cadre convivial. Voilà, je vous souhaite un très bon temps, une petite heure, 1 heure et demie à passer ensemble ici. Et je vous dis à tout à l'heure. Et du coup, merci à toutes et à tous. Comme elle l'a dit, on va attaquer assez rapidement. Je vais vous présenter les 3 intervenantes et intervenants qui nous font le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. On a Karima Delli, qui est eurodéputée, Europe Écologie Les Verts, qui est présidente de la commission transport au Parlement européen. Donc elle a beaucoup de choses à nous raconter sur la mobilité et la mobilité de demain. Elle a beaucoup travaillé sur la voiture, évidemment, mais aussi sur beaucoup d'autres sujets, et on en parlera tout à l'heure avec elle. On a Robin Chase, qui nous fait l'honneur de passer par Paris entre plusieurs vols. Donc on la remercie vraiment beaucoup. Alors Robin Chase, elle est entrepreneuse. Elle a monté notamment, peut-être que vous connaissez Zipcar, qui a été un des pionniers de l'autopartage aux États-Unis, qui a été fondé en 2000, c'est ça, qui ensuite a été racheté par Drivey. Non. Ça, c'est la deuxième, puisque après, elle a monté d'autres startups, Goloco, qui étaient dans le covoiturage, Buzzcar, et aujourd'hui, vous travaillez sur une fondation, Numo, qui interroge les mobilités en réseau de demain. Donc, on en parlera aussi beaucoup avec elle, notamment de son positionnement et de ses idées sur le futur d'une voiture connectée, intelligente, autonome, dont on parle beaucoup ces derniers temps, mais qui interroge encore beaucoup sur la place qu'on lui accordera dans nos villes. Et puis, pour parler de tout ça, on a Stéphane Schulz, qui nous vient de Rennes, lui. Donc, vous voyez qu'on a quand même un panel tous horizons. On a personne de Paris pour parler de la voiture. C'est aussi une manière peut-être d'aborder le sujet qui peut être intéressante. Donc, il nous vient de Rennes. Il a monté 15 marches, qui est un cabinet de conseil en stratégie, en innovation numérique. Il regarde de manière très pointue ce qui se passe dans la Silicon Valley, ce qui se passe en Europe, ce qui se passe en Chine, autour de l'innovation dans les mobilités. Et notamment, je propose de commencer par vous, Stéphane, avec cette question sur la voiture autonome. Peut-être que ça soit le point de départ un peu de notre discussion. Alors, on s'en éloignera progressivement au fil de l'échange. Mais peut-être commencer par la voiture autonome. Vous avez fait une présentation qui est disponible sur YouTube et qui est passionnante sur ce sujet. Et c'est vrai. Mais on ne la présentera pas, alors que celle de Robin Chase, on aura la chance de la regarder tout à l'heure. Mais voilà, il a fait une présentation que je vous invite à regarder. Là-dessus, est-ce qu'on peut... On parle beaucoup de cette voiture autonome qui serait le futur de la mobilité de demain. Est-ce qu'on peut un peu démêler le vrai du faux, le mythe de la réalité, le fantasme de ce qui est peut-être un peu plus pragmatique sur ce futur-là, avec vous, Stéphane, qui observez tout ce qui se passe dans cet écosystème très vaste de l'innovation dans les mobilités. Merci Philippe, bonjour à tous. Déjà, moi j'utilise plutôt le vocabulaire de véhicule autonome plutôt que voiture autonome, puisqu'on va voir que voiture, ça présuppose déjà un petit peu ce que ce sera et ce qu'on va en faire. Donc le véhicule autonome, je pense que c'est un peu un abus de langage, c'est-à-dire derrière le véhicule autonome, en réalité, il y a une technologie, mais on parle beaucoup de technologie, et c'est assez passionnant ce que les ingénieurs sont en train de réaliser. Mais en réalité, il y a plusieurs marchés. C'est-à-dire derrière ce vocable de véhicule autonome, certains vont y voir votre voiture ou une voiture possédée qu'on pourra ne plus conduire. C'est-à-dire c'est finalement une sorte d'achèvement de ce qui se passe depuis une trentaine d'années. C'est-à-dire on améliore finalement l'assistance à la conduite jusqu'au moment où on pourra lâcher le volant et puis faire autre chose. Je sais pas, lire le livre de Robin Chase ou regarder la télé ou faire son brushing. Et puis à côté de ça, on voit physiquement ce qui est déjà sorti, ce sont plutôt des petites navettes. Alors il y a tout un vocabulaire, navette, minibus, shuttle, robot taxi.
qui elles sont, alors utilisent les mêmes technologies, mais qui sont finalement un autre marché. Et pour ceux qui travaillent dans la mobilité, on sait bien que ce sont deux marchés assez différents, c'est-à-dire la voiture possédée qu'on achète une fois tous les 8 ans, qu'on fait entretenir, qui est à soi, qu'on accepte de partager ou pas. Et puis le taxi ou le minibus, c'est pas du tout la même chose. Et quand vous grattez un petit peu encore derrière, ce sont pas du tout les mêmes marchés, c'est pas du tout la même manière d'aller au marché, c'est pas les mêmes modèles économiques, ce sont pas les mêmes acteurs. Et quelque part, ça ne va pas faire la même chose à l'environnement et à la ville. Ça ne va pas avoir la même utilité sociale, ça ne va pas avoir les mêmes externalités, c'est-à-dire ça ne va pas avoir les mêmes impacts. Donc déjà, je pense que... Moi, j'ai parlé récemment de l'âge de raison. Il est temps d'atteindre un peu l'âge de raison dans le véhicule autonome et de commencer à parler sérieusement, de savoir de quoi on parle. Je veux dire, est-ce qu'on parle de voitures individuelles qu'on possédera ou est-ce qu'on parle d'une amélioration drastique des services de transport collectif, appelons ça comme ça, partagé, collectif. Donc ça, je pense, c'est la première chose. Et vraiment, quand vous réfléchissez à ça, on ne parle plus du tout du même objet. La deuxième chose, je pense, et moi je lis assez peu de choses là-dessus, c'est OK, véhicule autonome, mais pourquoi faire ? C'est-à-dire, en gros, à qui ça profite ? Moi, je dis souvent, on est déjà passager. Je veux dire, quand vous montez dans la voiture de vos parents quand vous êtes enfant, quand vous montez dans la voiture d'un ami ou vous prenez la voiture de quelqu'un d'autre, enfin, quand vous partagez un trajet, vous êtes passager. Donc, qu'est-ce que ça va changer ? Je vais être passager d'un robot, mais je ne vais pas le voir. Donc, comment ça va se passer ? Et ça, je pense que c'est important. C'est-à-dire, ce qui me manque derrière, et je pense qu'il y a beaucoup de choses à travailler là-dessus, c'est est-ce que ça va être pour économiser ? C'est-à-dire, on va économiser le coût d'un conducteur, et on sait tous que c'est un coût très important. Après, ça pose la question de qu'est-ce qu'on fait du conducteur. Bon. Est-ce que c'est pour gagner du temps ? C'est-à-dire, est-ce que c'est des véhicules qui vont filer à 100 km/h dans la ville ? Moi, j'avais diffusé une vidéo un peu humoristique où les véhicules se frôlaient à quelques centimètres. Mais c'est possible, ce sera possible. Donc, est-ce que c'est ça ? C'est-à-dire, est-ce que c'est une ville beaucoup plus rapide où on abolit le temps, l'espace, ce qui pose tout un tas de questions ensuite sur l'immobilier ? Est-ce que c'est de faire du porte-à-porte, de déposer les gens en bas de chez eux ? Auquel cas, on peut se poser la question, est-ce qu'on va marcher encore ou pas ? Est-ce que c'est pour avoir moins de bouchons ? Est-ce que c'est au contraire, on aura plus de bouchons ? C'est ce que disait un peu Robin. Les véhicules ils vont tourner en permanence parce qu'on ne pourra pas se garer. Donc je pense que, voilà, pour moi, il y a déjà deux sujets fondamentaux derrière. C'est finalement, c'est pour quoi faire et puis c'est pour qui ? Ça va servir à qui ? Qu'est-ce qu'on va en faire de ces choses-là ? Et bizarrement, on entend énormément parler des technologies, on a une sorte de live permanent de tout ce qui est en train de se passer, de tous les avances, les reculs, mais on a finalement assez peu, je trouve, de réflexion sur, OK, si on enlève le conducteur, si on enlève le coût du conducteur, si on enlève un certain nombre de choses, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça ? Alors, c'est une transition toute trouvée, puisque je vous ai dit que Stéphane avait une vidéo YouTube qu'on ne vous montrera pas, mais que vous pouvez consulter. Par contre, la vidéo que Robin Chase a réalisée sur le futur de la voiture autonome, qui pose, en tout cas qui essaye de formuler des scénarios, des réponses à toutes ces questions, on va vous le présenter avec des sous-titres. C'est une vidéo qui dure 3-4 minutes environ. On va vous le présenter. Vous verrez, c'est très joli. Et puis derrière, je vous propose d'enchaîner sur la discussion et puis on rebondira là-dessus. Alors, je vais juste lancer ça. Normalement, c'est bon. Self-driving cars could make cities more livable, sustainable, equitable, and just. Fully automated self-driving cars will be available for sale in cities by 2020. They have very different economics than our current cars, and so won't fit in well with today's rules of play. I see two distinct possibilities for our automated car future: heaven or hell. We get to choose. Forward-thinking leadership is going to make all the difference. We get hell by taking a wait-and-see approach. In this future, people buy AVs instead of today's cars. For trips, once you get to your destination, instead of paying for parking downtown, it'll be cheaper to have your empty AV circle the block or drive back home. The same is true for stores. It could be cheaper to have a drugstore car drive to customers than to pay for retail space downtown. Today, 75% of all cars on the road have one occupant, the driver. In the future, as we add more cars operating with their different economics, 50% of the cars will have no people in them, running low-value errands or avoiding parking. Meanwhile, all the taxi, bus, shuttle, and truck drivers will lose their jobs. We'll also lose about 60% of our tax revenue that finances road infrastructure, because AVs are electric, don't park, and don't get parking tickets. Our roads and bridges get a whole lot worse. We definitely don't want the hell scenario. We get heaven by taking a proactive approach.
Over 1 million people in U.S. cities are already car sharing. And in San Francisco, 50% of the people using ride-hailing apps now share their trips with another passenger who is a stranger. Instead of spending $9,000 a year on your own car, when we combine car sharing and ride-hailing and buy a seat in a shared autonomous vehicle, we can get door-to-door transport at the speed of private car travel for the cost of a subway ticket. This transforms people's access to opportunity. Car sharing eliminates the need for parking. Ride sharing reduces congestion. We will only need 10% of the cars we have in cities today, even at peak times. No more on-street parking, no more parking garages. If most of the AVs in cities are shared cars in which people can share trips. We can widen sidewalks, plant trees, put in bike lanes and benches. We can get rid of parking lots and build affordable housing, or public parks, or whatever. Establishing the criteria and priorities for newly available public land will be critical to making sure communities get what they need. We could also reduce air pollution and CO2 emissions as we move from gas to electric power for our cars, but only if we demand that this new incremental electric energy use be renewable. Happily, electric AVs will pay their fair share for road and bridge repair because we will have made and created new user fees that apply to them. We'll discourage empty zombie cars and make it more expensive to drive than to park. But wait, what about all those people who used to drive, repair cars, pump gas, design and build cars for a living? They worked hard and their jobs disappeared almost overnight. We need to make sure that people can diversify their income with benefits that are portable and apply no matter how few hours you work. And we need to start piloting basic income. So if we want heaven and not hell, we have to start working together to get the right laws and regulations in place now, especially for the first cities that set the example. Just as your head is reeling from the impact and potential for self-driving cars, realize that this is just the tip of the big automation iceberg. Automation delivers enormous productivity gains without the associated labor. It's like making honey without the worker bees. How will we distribute this new kind of honey? Automation gives us reason to reconsider how, why, and where we tax, and to think anew about what kind of world we want to live in. So let's talk. Please contact me. Bon, je vais faire ça. Pour le coup, je vais transmettre la parole à Karima Delli. Vous savez que dans les soirées 3 en 1, on aime bien avoir une élue. La dernière fois, on a eu un élu à la ville de Paris qui pouvait aussi apporter son regard sur l'aspect réglementation. Comment on fait, Karima Delli, donc vous êtes à l'échelle européenne, à la fois pour réglementer, pour éviter le futur peut-être infernal qu'on a pu observer, puis dans le même temps soutenir, voire impulser des démarches d'innovation. Comment on fait quand on est une élue pour anticiper toutes ces transformations, s'assurer qu'on va dans la bonne direction, qu'on ne laisse pas de côté les travailleurs, par exemple, de toute cette industrie automobile ou qui tourne autour de l'industrie automobile. Quel est le rôle de l'élu par rapport à toutes ces mutations ? Bonjour, merci pour cette invitation. Alors, mon rôle en tant que présidente de la commission de transport au Parlement européen, il est double. Le premier, il est d'encadrer et de légiférer. On ne fait pas n'importe quoi dans les transports, dans un cadre qui est européen, donc qui s'impose aux 28 États. Et le deuxième pilier sur lequel je travaille, c'est d'inventer justement une économie qu'on appelle l'économie numérique, où on voit aujourd'hui qu'il y a des drames notamment sociaux. Donc comment on va légiférer sur ça et comment aussi on invente les nouvelles passerelles pour pousser l'innovation et non la freiner. Alors je reviens sur votre débat parce que j'ai entendu beaucoup de choses, notamment avec votre vidéo et ce que vous avez dit. Tout d'abord, la voiture autonome. Nous, en Europe, on ne parle pas de voiture autonome. On parle de véhicules autonomes. Parce que nous réglementons aussi bien la question des voitures que des camions autonomes, mais aussi des drones qui demain seront autonomes et feront de la livraison. Et oui. Donc, on est déjà en train d'anticiper. Deuxième chose qui est importante, tout le monde a le fantasme. Il faut parler de fantasme de cette voiture autonome. Pourquoi je dis fantasme ? Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas la première étape qui est établie. La première étape, c'est l'acceptabilité par le public de cet engin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut rappeler que dans l'imaginaire collectif, les robots font peur.
les gens ne veulent pas donner leur vie à une machine. Et quand ils pensent voiture autonome, ils sont en train de se dire « mais moi, je ne vais pas confier ma vie à un robot dont je ne connais pas ». Donc, la première étape d'acceptabilité n'est pas atteinte. La deuxième chose, c'est que lorsqu'on parle de véhicules autonomes, on ouvre la voie législative à énormément de problématiques. Vous avez parlé notamment de la question de l'énergie et du changement climatique. La voiture autonome pour demain, elle a besoin de ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle. D'accord ? L'intelligence artificielle, aujourd'hui, on a un vrai problème de fond parce qu'il n'y a pas de définition, ni au niveau européen, ni au niveau des États. On ne sait pas ce que c'est. On dit c'est une masse d'algorithmes avec une masse de données et un gros ordinateur qui va travailler tout ça. D'accord ? Sauf qu'une voiture autonome a besoin, parce que demain, le véritable fuel de cette voiture ou de ce véhicule, c'est la question de la donnée. Et le problème que nous avons, c'est que par exemple une voiture autonome a besoin de beaucoup de données pour pouvoir faire juste son trajet. Je vous donne un exemple très concret. Une voiture autonome, pour juste savoir identifier sur la route une flaque d'eau, elle a besoin de 149 millions de données pour dire « Ah là là, c'est une flaque d'eau ». Vous voyez ? Et donc, autant de données, c'est beaucoup d'énergie. Et la ville de demain, pour pouvoir avoir justement ces véhicules autonomes, a besoin de grands centres de données qu'on appelle les data centers. Et les data centers, ça consomme beaucoup d'énergie. Et donc, ce qu'on ne dit pas assez, c'est que cette intelligence artificielle, et j'ai été chercher le chiffre, aujourd'hui consomme beaucoup d'énergie et émet des gaz à effet de serre. À l'échelle mondiale, on est juste pour l'instant dans l'expérimentation. Et juste sur l'expérimentation, ça émet 2% à l'échelle mondiale de gaz à effet de serre. Donc, vous voyez les idées de fantasme. Donc, première chose. Deuxième chose qui est importante pour nous à l'échelle européenne, c'est cette voiture autonome qui va gérer les données. Et les données, c'est vous qui montez dans la voiture, le propriétaire, le consommateur, etc. Et là, on a un problème de fond parce que ça nous ouvre le débat de « mais est-ce qu'il va falloir ouvrir toutes les données pour que ce soit accessible à tout le monde, les données ?» Ou alors est-ce qu'il faut faire attention parce que c'est monsieur Google qui va récupérer toutes ces données? Ou est-ce que c'est les constructeurs automobiles qui seront les propriétaires des données de l'ensemble des citoyens? Et donc, nous, en tant que législateurs, l'Europe dit deux choses. Nous allons réglementer ce qu'on appellera l'open data pour que demain, des startups intelligentes puissent innover avec l'accès de plus de données, mais surtout, respect de la vie privée. On ne fait pas n'importe quoi avec les données des gens. Troisième aussi élément, et je terminerai par cet élément-là, c'est que aujourd'hui, on est dans un moment où cette voiture autonome est en train de faire beaucoup de crispation, notamment d'acteurs qui ne veulent pas bouger. Et les acteurs qui ne veulent pas bouger, c'est les constructeurs automobiles. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris une chose qui est très simple, c'est qu'on va passer, dans les 5 prochaines années, on va vivre une révolution dans le secteur automobile par rapport aux 100 dernières années où on a connu la voiture. Et ces 5 prochaines années vont amener des constructeurs automobiles à voir leur métier se modifier. Parce que demain, il n'y a pas que les constructeurs automobiles qui savent faire de la voiture autonome. On parle de Google Car, on parle de Uber, etc. Les géants qui savent. Sauf que nous, en Europe, on anticipe. Pourquoi? Parce que nous avons 12 millions de salariés dans l'industrie automobile. 12 millions, c'est beaucoup. Qui ne sont ni formés au digital, ni à un nouveau mix énergétique. Et je termine par là, on aura l'occasion d'en parler. Un nouveau mix énergétique. Nous dansons sur un volcan sur le réchauffement climatique. On utilise tous les mots. La maison brûle, on regarde ailleurs, les indicateurs sont au rouge. En France, par exemple, le transport, premier secteur de gaz à effet de serre.
Donc, il va falloir travailler cette thématique-là. C'est la raison pour laquelle nous sommes déjà en train d'anticiper sur un mix énergétique qui sortira des fossiles, sur de l'électrique issu des énergies renouvelables, de l'hydrogène et du gaz. Robin, Chase, est-ce que vous souhaitez... qu'est-ce que ça vous inspire? Vous aussi, vous avez l'expérience américaine qui est peut-être différente de l'expérience européenne, mais au final, on retrouve les mêmes questionnements, cette transition énergétique, ces nouveaux acteurs qui arrivent. Une phrase que Stephen Schultz utilise, c'est que le logiciel dévore le monde des transports. Est-ce que ces nouveaux acteurs ne seront plus les constructeurs, mais seront des startups, des Uber, des Google? Comme elle avait dit, il y a le status quo où les constructeurs n'ont pas envie de quitter leur vie des dernières 100 années. Je suis allée au musée des égouts à Paris il y a quelques années, et ce que j'avais appris là, en construisant les égouts, on a perdu 20 000 travails de porteurs d'eau. Et on peut imaginer, est-ce qu'on est content et heureuse qu'on n'a plus ces travails? Alors quand pense au travail perdu, j'ai beaucoup de... Il faut absolument minimiser la souffrance de ceux qui vont perdre leur travail, mais on va toujours quand même pousser en avance parce qu'il y a d'autres bénéfices dont on a expliqué un peu, que les villes peuvent take away. Oui, on peut libérer les villes des voitures personnelles et ça va complètement changer les villes. Et Paris a fait beaucoup de progrès, mais si on imagine, dans tout le monde entier, ça va vraiment, on va avoir des villes qui sont, qu'on aime vivre dedans, beaucoup plus calme, beaucoup plus net, joyeux, qu'on n'a pas tout le chaos des voitures. Aux côtés du fait de comment l'énergie demandée par le AI dans ces voitures, c'est absolument vrai que dans ce moment, on est juste au début, ça prend beaucoup d'énergie, mais c'est le début. Alors on va faire des choses beaucoup plus intelligentes. On va faire des petites... I can't go there in French. Mais alors, on va beaucoup diminuer la demande d'énergie. Et que je peux dire, quand j'ai fait Zipcar en 2000, les premières, pour ouvrir les portes, ça a pris tellement d'énergie que si les voitures n'étaient pas bien utilisées, pour recharger, la batterie mourait tout de suite. Et évidemment, c'était le début. Et dans quelques mois, on avait diminué pour que ça ne prenne pas autant d'énergie. Alors, pour moi, ça, c'est pas une... It's not a gate. C'est pas une vraie question. C'est pas une vraie question. Mais les questions qui s'ouvrent, c'est quand même aussi... Enfin, Stéphane, est-ce que... Je vois que vous faites la moue, est-ce que... Non, je ne fais pas la moue, pardon. Je ne maîtrise pas bien mon non-verbal, c'est comme ça qu'on dit. Non, simplement le... Salut Julien. Non, simplement, moi j'écoute, je suis passionné d'être là entre des entrepreneurs et les régulateurs, pardon, pour le terme plutôt anglais, enfin en tout cas les législateurs, parce c'est vraiment ça le sujet aujourd'hui, c'est-à-dire il y a les citoyens, il y a les entrepreneurs qui quand même impulsent, c'est quand même une histoire d'entrepreneur, cette histoire de voiture autonome, et puis plus globalement, ce qui se passe dans la mobilité, c'est aussi une histoire d'entrepreneur. Et le législateur qui a toute sa place, et comment est-ce que ça va fonctionner? Donc moi je suis un petit peu observateur, et je me dis qu'il y a des grandes lignes, alors pas forcément des lignes de fracture, mais il y a finalement des grandes lignes de force, c'est un peu comme la tectonique des plaques. On a ce sujet des entrepreneurs, et derrière des entrepreneurs du numérique, et du régulateur. C'est-à-dire si on veut faire un peu un speech de consultant, je suis là pour ça, on va dire que si vous prenez la ville d'un côté, au sens large, la ville, les élus, et puis le numérique au sens large de l'autre côté, vous avez vraiment rien n'est fait pour s'entendre. C'est-à-dire quelque part, le numérique, c'est censé être l'abolition justement des barrières physiques, c'est censé être l'abondance, le côté illimité. Regardez combien vous avez d'emails dans votre boîte mail. C'est censé être un endroit qui s'autorégule,
peu de gens savent comment le web est autorégulé. Il y a le W3C, il y a Unicode, il y a des associations qui finalement régulent le web, voire il y a les entrepreneurs eux-mêmes qui mettent leurs propres règles, si on prend ce qu'on a le droit de faire sur les App Store. Et puis de l'autre côté, vous avez la ville. La ville, c'est presque l'opposé, c'est-à-dire on a un espace physique qui est fini et il n'y a qu'à sortir du métro Saint-Paul pour le voir. Je veux dire, il se passe plein de choses, il y a des travaux, il y a des entrepreneurs, il y a des monuments, il y a des contraintes. Et puis vous avez aussi un espace qui ne peut pas ne pas être régulé. Ça n'est pas possible. On sait tous ce que ça donne, les villes qui ne sont pas régulées, les territoires qui ne sont pas régulés. Ce n'est pas des territoires d'ailleurs qui sont propices à l'entrepreneuriat. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? Et je pense que le véhicule autonome et plus globalement les questions de la mobilité aujourd'hui, ils sont au cœur de ça. Ils sont vraiment au cœur de ça. C'est-à-dire qui va gagner? Je ne sais pas s'il faut gagner. Comment est-ce qu'on va faire? Et comme vous l'avez très bien dit, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va faire notre job de régulateur sans pour autant, on n'a pas envie de tarir non plus l'innovation. Et puis vous êtes en compétition. Je veux dire, les territoires sont en compétition aussi par rapport à ça. Et puis les entrepreneurs, d'un autre côté, ils ont de l'argent aujourd'hui parce qu'en ce moment, les investisseurs, il faut le dire, jouent un rôle aussi là-dedans. Mais ils ont besoin aussi, à un moment donné, de contraintes, pas forcément de limites, mais de contraintes pour pouvoir avancer dans ce secteur-là. Donc, pardon pour la digression, mais je pense que derrière le sujet de la technologie du véhicule autonome et de son acceptabilité, il y a un sujet plus profond que ça, qui est comment on travaille finalement, comment on fait la mobilité de demain, avec, j'en terminerai, quand même cet objectif, et je crois que tout le monde l'a, qui est comment est-ce qu'on dimise par 4 les émissions de polluants, parce que c'est quand même ça le sujet, parce que si on ne fait rien, on ne peut pas se satisfaire de la situation actuelle. C'est-à-dire aujourd'hui, on ne peut pas considérer que Internet va partir, ils vont aller faire autre chose, et puis on va continuer comme avant, parce que finalement, c'était pas mal. Mais justement, Madame Karima Delli, là, la transition, elle est quand même toute trouvée parce que vous avez lancé un prix récemment, un prix d'innovation à l'échelle européenne pour soutenir des startups qui veulent inventer la mobilité de demain. Est-ce que où vous en êtes dans ce prix? Est-ce que vous pouvez nous en parler quelques secondes? Moi, j'ai fait beaucoup de salons tech et j'en avais marre que les startups disent, notamment parce qu'au niveau européen, 60% des startups travaillent dans les transports. Et j'en avais ras-le-bol que j'entende des startups qui disent « Oui, si je ne vais pas aux États-Unis, je ne réussis pas à me développer, à scale up, émerger. » Vous voyez le truc? Donc j'en avais un peu marre parce que je me disais « Mais l'Europe a tout. On a des collectivités, des investisseurs, de très bonnes universités. On a des terrains d'expérimentation et des idées incroyables. Donc je ne vois pas pourquoi nos startups, j'ai rien contre les États-Unis, mais je ne comprenais pas pourquoi on ne devait pas d'abord les faire émerger sur un nouveau territoire qu'on appelle l'Europe. Pour moi, le nouveau terrain de jeu des startups, c'est l'Europe. Et donc, j'ai créé ce qu'on appelle, c'est le premier prix européen, qui est soutenu par le Parlement européen, la Commission européenne, et avec des partenaires, justement, des entrepreneurs. C'est-à-dire aussi des partenaires privés, la SNCF, la Deutsche Bahn, etc., pour dire de faire émerger 10 startups chaque année et pour connecter les 28 Silicon Valley pour créer notre écosystème européen. Et chaque start-up, les 10 grands gagnants, sont suivis par une étude de déploiement dans les grandes capitales et par un cabinet d'avocats parce qu'une start-up aujourd'hui a des vrais problèmes au niveau européen parce que c'est la complexité administrative, la simplification. Mais on ne sélectionne pas n'importe comment les start-up. On a déjà une vision de ce que vous dites, ce qu'est la mobilité de demain, avec des critères. La mobilité de demain, elle doit être bas carbone. C'est-à-dire, on doit respecter les accords, notamment de la COP21 du climat, mais surtout, on est en train de vivre la maladie du 21e siècle. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'ONU. L'ONU dit, en Europe, il y a 500 000 morts prématurées dues à la pollution de l'air. Quand vous regardez cette pollution de l'air, là, une grande partie vient quoi? Des transports. Et je peux vous le dire, puisque c'est moi qui ai levé le lièvre au niveau européen avec cette enquête sur le Dieselgate. Donc, de Volkswagen. De Volkswagen, vous savez, les petites particules fines. Où des constructeurs automobiles ont menti. Ils ont dit aux gens, les gars, achetez vite, le dernier norme 6 à la mode. Et quand on les a testés,
il ne dépassait pas les normes européennes de 1 fois, 2 fois, 3 fois, c'était jusqu'à 40 fois. Et pendant combien de temps? Les normes ont été appliquées en 2007, le scandale en 2015. Ça veut dire qu'on a laissé faire. Et là, c'est aussi mon rôle en tant que législateur, c'est que l'innovation de demain, même pour les voitures, on ne met pas n'importe quoi sur la route. Tout véhicule doit être homologué, doit avoir des normes. Donc ça, c'est la première chose. Donc, ce prix-là, on l'a lancé, ça marche du tonnerre. La deuxième édition sera lancée au mois de décembre. Mais pour vous dire juste, et vous avez raison, il n'y a pas les régulateurs qui sont un peu des vieux snobs qui travaillent dans leur tour d'ivoire. Non. Moi, je me considère aujourd'hui totalement en lien avec notamment des entrepreneurs, mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Par exemple, dans cette économie numérique, je suis désolée aujourd'hui, parfois c'est un peu n'importe quoi. Par exemple, il faut différencier ce que moi j'appelle l'économie de partage, l'économie collaborative, qui n'est pas l'économie de plateforme numérique. En gros, je résume pour que tout le monde comprenne bien. Pour moi, les plateformes numériques de Uber et compagnie, là, hein, ce sont des plateformes professionnelles, donc ils doivent respecter un cadre de droits sociaux, etc. Et ensuite, on a une économie collaborative qui est un partage de frais. Donc, ce n'est pas justement le même cadre numérique. Et donc, c'est du blablacar, c'est du partage. Vous voyez, c'est deux économies qui sont totalement différentes. Et pourtant, monsieur Uber, par exemple, arrive à l'Europe en disant « Et moi, je suis de l'économie collaborative. Je n'ai pas respecté un cadre européen. » Eh bien non, ça ne marche pas. Il y a des règles à respecter. J'aimerais dire qu'il faut célébrer les deux compagnies innovantes ici, Blablacar et aussi Drivey. Alors, vous avez des grands succès ici en France avec ce qu'il existe déjà. Et cette séparation d'économie collaborative et d'économie digitale, je dirais qu'ils ne sont pas tellement séparés que vous dites, parce que les voitures, l'autopartage est vraiment une voiture partagée. Et ça n'a rien à voir si c'est entre particuliers ou non, c'est une voiture partagée et entre d'autres personnes. Mais ce que j'aimerais parler, c'est au sujet du futur. Il y a beaucoup d'entreprises qui m'ont dit qu'ils ne savent pas du tout ce que veulent les villes. C'est-à-dire les villes ne sont pas du tout explicites de dire ce qu'eux, ils veulent. Et alors, j'ai créé une chose qui s'appelle les Shared Mobility Principles. Voilà. Où j'avais réuni une dizaine de ONG qui sont mondiales et on a construit des 10 principes que toutes les villes et les experts ont dit on aimerait viser à une ville comme ça et pour achever une ville vivable, il y a des 10 principes que nous tous dans les ONG et les experts sont très, très bonnes. Et j'ai réussi à avoir 170 entreprises qui ont dit oui, nous aussi, nous visons pour ce même endroit et nous sommes OK avec ces 10 principes. Alors, j'ai fait ça pour créer qu'il y avait une vision en commun et on peut discuter sur ces petits principes imparables et pas dans une void. Et sur le sujet des choses digitales, absolument indépressible et des bénéfices publics avec des open data. De l'open data. Oui. Alors, mais pour moi, quand je vous parle, il y a une chose que Stéphane avait dit un peu de ça. Il faut vraiment que le public, maintenant, quand il pense aux voitures autonomes, tout le monde, je sais, le public et même ceux qui sont dans les gouvernements, imaginent, oui, la voiture d'aujourd'hui, personnelle, va être remplacée par une voiture autonome. Et c'est ça que j'aimerais que vous, le public, et c'est ça mon vidéo, imaginez-vous pour vous faire comprendre, imaginer qu'est-ce que ça veut dire et ça on va avoir sans changer les régulations. Et ce n'est pas seulement les voitures que nous, on utilise, on a aussi cette idée des voitures de on-demand consumption.
tout le milieu des voitures à la demande, que ce soit les taxis, on dit VTC ici. Une chose qui m'effraie beaucoup, et il faut vraiment que entre vous, discutez quel type de ville voulez-vous vivre avec dans le futur, c'est que maintenant, il y a 10% des choses sont achetées online maintenant, et que ça vise vers 70% en 2030. Et si on peut imaginer Paris sans magasin, parce qu'on achète tout en ligne, et vraiment tout le monde doit imaginer qu'est-ce que ça vaut. Et quand vous achetez des choses en ligne, ça diminue ce qui se passe dans les magasins. Et je n'ai pas envie vraiment de vivre dans une ville où ça n'existe pas. Mais alors c'est à vous de dire à votre gouvernement quelle ville vous voulez vivre dedans. Est-ce que vous voulez réguler ces choses? Et cette idée d'avoir des voitures personnelles quand même, des voitures personnelles, on va vraiment les utiliser beaucoup trop. Une seule chose, dire la dernière chose, c'est quand on a sa propre voiture et on imagine faire un trajet. On imagine quel est le coût. On dit le coût du gaz et le coût du parking, les coûts instants. Oui. Et quand j'ai une voiture autonome, je vais penser à ça et même pas avoir le besoin de penser au coût de mon propre corps. Et alors, pour bouger une voiture en ville électrique, ces coûts marginaux vont coûter 50 centimes par heure. Alors, qu'est-ce que vous ne feriez pas avec sa propre voiture pour 50 centimes? Et pour moi, ça m'effraie énormément parce que 50 centimes, ça ne dit absolument rien. Si c'est une heure en pic, on dit pic, ben je vais faire la voiture une heure en pointe. Et c'est pour ça, pour moi, il faut régler pour que dans les villes denses, on ne peut pas avoir des voitures personnelles et autonomes. Parce que comme ça, je peux utiliser des voitures autonomes, mais pour chaque fois que j'utilise, il faut payer tous les coûts d'une voiture et non pas seulement les coûts marginaux. Mais ça, les constructeurs n'aiment pas du tout cette idée parce qu'ils veulent avoir beaucoup de voitures. Mais en tout cas, c'est à vous d'imaginer et de demander quelle sorte de vie vous voulez dans le futur. Et évidemment, il faut adresser le changement climatique. En gros, on disait tout à l'heure, enfin moi j'adhère totalement. Tout à l'heure, je disais, faut faire attention derrière le vocable véhicule autonome. Il y a en réalité deux choses qui sont presque radicalement opposées, qui sont le véhicule possédé, qui roulera tout seul, et puis un service, appelons ça comme ça, un service. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que ça va très vite. Ça peut être un service. Moi, j'avais coutume de dire une offre de siège. Je voulais faire le malin, mais maintenant, on voit qu'on peut même avoir une trottinette. Donc, c'est une offre de quoi? Je sais pas comment on appelle ça, de plateau, ou peu importe à la rigueur. En tout cas, une offre de déplacement. Mais si on regarde, et moi je fais pas mal d'interventions en public, et beaucoup de gens me disent, mais c'est très intéressant ce que vous dites, Monsieur Schulz, mais là vous me parlez des villes, vous me parlez des centres-villes, et quand on regarde un peu les enquêtes sur les utilisations des services partagés, vous parlez de certaines catégories de personnes. Et moi, je fais comment? Alors, en France particulièrement, il y a ce débat qui ressort régulièrement. Moi, je fais comment quand j'habite à 35 km, que je suis au SMIC et que j'ai une vieille voiture? Donc ça, c'est important. Je pense qu'on peut déjà commencer à distinguer deux choses. Au vu de la technologie, dans les 10 ans à venir, donc vous voyez, on a le temps de discuter et de faire d'autres choses, dans les 10 ans à venir, il est fort probable qu'on passe rapidement à l'électrique dans les villes, mais pas du tout à l'autonomie. C'est-à-dire l'autonomie dans les villes telles qu'on les entend, comme Paris ou d'autres, dans les 10 ans, ça va être vraiment pas possible, ou ça va être sur certaines lignes et vous verrez pas la différence, c'est-à-dire ça ressemblera à une ligne de bus protégée, je sais pas où, voilà. En revanche, à l'extérieur, c'est-à-dire sur des trajets plus longs, là, l'électricité, ça ne semble pas une bonne idée parce que, je vous passe les détails techniques, mais on va utiliser plus de batterie pour transporter la batterie que pour transporter les passagers ou le chargement. Et en revanche, là, sur des 4 voies dont on privatiserait une voie ou sur un certain nombre d'itinéraires, on va pouvoir lancer de l'autonomie peut-être assez rapidement et sans doute pas du côté du voyageur parce que ça pose beaucoup de questions, mais plutôt du côté de ce qu'on appelle le fret ou le transport de marchandises. Donc là aussi, il faut commencer à mettre un peu plus le zoom et regarder situation par situation. Dans les villes, il y a un vrai sujet
de décarboner qui va être très rapide, et on voit maintenant, ça commence à être traité même en termes de procès. Souvenez-vous de la cigarette, ça a commencé par des procès. Il y a des gens qui ont gagné des procès contre leurs employeurs, et ensuite le législateur est intervenu. Donc il va se passer sans doute la même chose, c'est-à-dire on va avoir une espèce d'urgence d'électrifier, parce que pour l'instant c'est la solution dans les villes. En revanche, l'autonomie en centre-ville, je ne dis pas qu'elle n'aura pas lieu, mais ça va sans doute être beaucoup plus tard, et pas forcément pour la ville telle qu'elle est aujourd'hui. Ça, c'est une première remarque. Une seconde remarque, et je suis en train de lire le livre de Pierre Musso et de Jean-Louis Missica, et donc j'y ai lu notamment la question de est-ce que on sait tous que la ville s'est adaptée à l'automobile, c'est-à-dire l'automobile telle qu'elle est, pratique ou pas aujourd'hui, elle est liée au fait qu'il y a eu un formidable investissement qui a été fait dans des infrastructures et puis finalement dans toute une forme urbaine, les malls, donc les centres commerciaux de périphérie. Enfin, pensez à tout ce que vous permet la voiture aujourd'hui. Ça a été rendu possible parce qu'il y a eu une forme urbaine, il y a eu des investissements qui ont été faits. Est-ce qu'on est prêt à faire ces investissements pour les voitures robots, sachant qu'il y a quand même de grandes chances qu'on soit obligé d'adapter ce qu'il y a autour des robots pour qu'ils puissent fonctionner de manière parfaite? Non? Bon, des débats. En tout cas, il y a une chance, il y a un débat qui se pose aujourd'hui finalement sur est-ce qu'on est prêt à faire cet effort pour avoir peut-être les premiers ou pour avoir des voitures robots qui fonctionnent ou pas. Je pense que le débat de toute façon il s'ouvre avec vous puisqu'on a toujours un temps de questions-réponses. Est-ce que Karima Deli, vous vouliez ajouter quelque chose à ces interventions ou on passe la parole tout de suite aux questions? Si jamais elle intervient, vous préparez vos questions et on aura de toute façon un peu plus de temps que d'habitude pour... Moi, je voudrais juste dire que pendant longtemps, les villes ont été des actrices silencieuses. Très silencieuses. C'est-à-dire que même par rapport aux questions de pollution, elles disaient toujours « on va attendre que l'État agisse ». Maintenant, les villes sont actrices. Vous pouvez regarder tous les procès, vous avez parlé de procès, Hambourg, Berlin, etc. La justice leur donne raison, plus aucune voiture diesel dans les centres-villes. Mais pourquoi? Et souvent, les gens ne vont pas dire pourquoi. Tout simplement parce qu'au niveau européen, chaque ville doit respecter un seuil de particules fines. S'ils ne respectent pas les seuils, comme à Paris, ils payent des grosses amendes. Et les villes disent, mais attendez, pourquoi nous, on va payer justement une grosse sanction alors que les États ne mettent pas la pression, par exemple, à des constructeurs automobiles qui ne respectent pas les seuils? Donc les villes, aujourd'hui, ce sont elles qui vont jouer la carte du climat parce que le lien, il est direct. Elles veulent le bien-être des populations. Ça, c'est la première chose. Donc les villes, ce sont aujourd'hui les véritables actrices. Deuxièmement, quand on a parlé de mobilité, vous avez raison, souvent, moi j'entends dans le débat de dire « oh là là, mais la mobilité, si j'habite à 40 km de Paris, comment j'en fais ?» Et ça va être le défi du 21e siècle. Le défi du 21e siècle, c'est l'accessibilité à tout le monde de la mobilité. Et donc la mobilité de demain, elle doit être inclusive. Je rappelle qu'en France, il y a quand même encore 10 millions de personnes qui n'ont pas accès à la mobilité. Qu'est-ce que ça veut dire, 10 millions de personnes? Ça veut dire des gens qui ne bougent pas, être immobiles. 75% des gens qui n'ont pas accès à la mobilité, eh ben, ils sont dans des situations de précarité énormes, ils ne bougent pas et ils ne peuvent même pas aller chercher du travail alors qu'ils ont les compétences, mais ils ne peuvent pas. Et donc c'est sur eux aussi qu'il faut mettre l'accent. Et quand on regarde où habitent justement ces personnes, c'est dans le périurbain ou dans les zones rurales. Et donc il y a aussi une mentalité que habitants des villes, et vous avez raison de dire, il faut aussi se dire, il va falloir peut-être changer de comportement. Pourquoi? Mais parce qu'en ville, toutes les statistiques le disent, notamment dans l'urbain, on prend sa voiture pour faire moins de 3 km. 3 km tout seul. Il y a peut-être d'autres choses à faire. Et donc moi, je crois que le futur de la mobilité, c'est là où ça va être incroyable en termes de révolution de comportement. On va passer de la propriété au partage, mais pas pour tout le monde. Parce qu'il y a des zones où on n'a pas le choix, notamment les zones rurales et le périurbain. Et quand vous dites que demain, le fret, etc., sera plus dans la technologie, peut-être, mais encore faut-il des véritables investissements d'infrastructures. Parce que tout le monde en Europe dit « allons-y, mettons l'argent sur l'électrique ».
Il faut faire attention. Parce que justement, dans l'électrique, tant qu'on ne pensera pas que la voiture de demain, il faut sortir du concept nouveau, il faut penser en termes de cycle de vie d'une voiture. Et ça, c'est aussi la révolution. Il y en a un qui a compris, c'est monsieur Elon Musk, puisqu'il recycle toute la voiture parce qu'il veut être le leader des métaux demain. Et en tout cas, au niveau européen, il va falloir aussi qu'on repense la voiture de demain en termes de cycle de vie et de nouveaux mix énergétiques et pas seulement basé sur l'électrique parce que on a des questions de stockage d'énergie qu'on ne sait pas faire, on a des questions de recyclage et d'économie circulaire qu'il va falloir lancer et enfin d'acceptabilité parce que tout le monde ne peut pas se permettre justement ce volet-là électrique. Pardon d'avoir été un peu longue. Mais on va pouvoir passer la parole pour continuer le débat. Est-ce qu'on peut prendre un des micros? Enfin, du coup, vous partagerez 2 micros à 3, si ça vous va. Puis on va essayer d'avoir pas que des hommes qui posent les questions, si ça vous va aussi. Ça me va. Oui, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit monsieur, parce que il dit est-ce qu'on est prêt à adapter nos villes aux voitures autonomes? Alors, moi, j'avoue que c'est ma grande crainte actuellement. Comment? N'hésitez pas à vous lever pour le Facebook. C'est ma grande crainte actuellement parce que le 19e siècle a été le siècle du chemin de fer, le 20e a été celui de la voiture. Et depuis une vingtaine d'années, on avait l'impression que la voiture était condamnée, qu'elle avait une mauvaise image. Et je remarque que depuis quelques années, elle reprend de la noblesse. Et justement, avec le véhicule autonome, connecté, tout ça. Et j'ai beaucoup peur que, alors qu'il y a quelques années, on avait l'impression que les villes allaient s'adapter à la vie aux citoyens, aux piétons, aux cyclistes. Aujourd'hui, on dirait que la voiture reprend du poil de la bête. Et je pense que ce n'est pas tout à fait un hasard. Je crois que les constructeurs, ils l'ont compris. Et je crois d'ailleurs que madame participe un peu à ça. C'est-à-dire que la voiture partagée, ça n'est pas non plus la solution. C'est-à-dire que moi, le paradis que vous mettez et l'enfer que vous voyez, je pense que c'est un peu simpliste. J'ai l'impression qu'on va dans une mauvaise direction parce qu'on redonne des lettres de noblesse à la voiture qu'elle ne mérite pas. Et chacun à son niveau. C'est-à-dire, il y en a qui la rendent plus propre. Alors on dit, maintenant, elle pollue plus, ça va. Là, silencieuse. Et puis il y en a d'autres qui disent, bon, on va la partager, elle sera toujours dégueulasse, mais il y en aura moins. Donc chacun a sa petite solution. Alors que la solution, c'est de rendre la ville aux citoyens sous leur forme autonome. Et récemment, on parlait de modes actifs. Et aujourd'hui, on mélange discrètement. Et quand on parle de bicyclette, on y met les trottinettes en oubliant de préciser qu'elles sont électriques. On parle d'engins de déplacement personnel en oubliant de préciser que c'est des engins de déplacement motorisés. Et on va vers une ville dans laquelle je suis chez moi, je vais à mon bureau, je prends ma trottinette pour aller à mon bureau, pour aller prendre ma voiture autonome, et je la prends jusqu'à un garage en bas de mon bureau. Et comme vous l'avez dit là, par contre, je suis tout à fait d'accord. La voiture, on s'arrange pour qu'elle ne prenne même pas de place. Et je regagne mon bureau avec la trottinette. Et à midi, je vais prendre peut-être ma trottinette pour aller à la salle de sport. Parce que quand même, comme je n'aurais pas bougé du tout on va laisser Robin de toute ma voiture, de toute la journée. C'est une bonne d'être peur de l'idée qu'on va reconstruire nos villes pour les voitures autonomes. Je suis complètement d'accord, c'est une chose horrible. Et il y a l'idée et l'infrastructure, c'est notre destin. Et si on pense aux Pays-Bas, eux, et cette idée des voyages, les trajets qui sont moins de 3 km ou moins de 3 miles, je pense que c'est moins de 5 km, la moitié des voyages, c'est l'infrastructure que nous, aux États-Unis, on construit et que ici, dans les rues rurales et suburban, on ne peut pas aller par bicyclette, on va tuer. Alors, il faut reconstruire, il faut construire une infrastructure qui nous permet de faire ces petits voyages en des formes actives. Absolument, ça c'est sûr. Et quand on parle aux constructeurs des voitures autonomes, je peux dire qu'eux, ils disent nous construisons notre voiture avec aucune imagination que les villes vont changer pour nous. Parce qu'ils ne peuvent pas introduire une seule voiture s'ils ne peuvent pas introduire cette voiture sans un grand investissement technique. Alors, ils sont construits
en imaginant qu'il nous faut absolument rien de plus. Mais alors, pour moi, quel est le futur que moi j'aimerais imaginer? C'est 50% de nos trajets sont faits dans les façons actives et 50% dans des façons partagées et motorisées parce qu'ils sont pour des voyages plus loin, ou j'ai 3 enfants et une jambe cassée, je ne sais pas. Mais il faut une multiplicité pour ma vie qui est longue et différente à chaque moment. Alors, il faut une multiplicité des modes. C'est des sujets dont on a beaucoup parlé sur les dernières tables rondes et vous voyez que tout se croise au final, cette idée que le futur, ça ne sera pas un mode de transport. La table ronde avait été titrée voiture intelligente, voiture absente, point d'interrogation, parce qu'il y a quand même cette question du retour en force de l'automobile. Enfin, le fait qu'elle retrouve un peu de prestige est étonnant, et dans le même temps, ce qu'on voit, c'est qu'elle est obligée de faire avec des villes qui l'en ont peut-être un peu chassé ces derniers temps. Toute la question va être quel pouvoir, quelle reprise de force elle arrive à gagner. Est-ce que Stéphane, vous voulez répondre? Non, mais on passe la parole. Je pense qu'il y a un vrai sujet et je me suis dit exactement la même chose. Est-ce que les constructeurs on allait les virer? On était au bord avec le Dieselgate là. Ça y est, on allait les virer. Et puis non, ils reviennent. Et ils reviennent finalement, et avec raison. Et il y a des emplois derrière, et ça fait partie de l'économie. Et pardon, ils sont peut-être pas ici, mais beaucoup de gens adorent les voitures. Je veux dire, faut quand même pas oublier que on n'a pas raison contre tous. Donc il y a un sujet. Moi, je pense, sans rentrer trop dans la technique, l'électricité, ça arrive, c'est comme ça, c'est tiré par le marché chinois, et il y a 90 millions de véhicules qui sont vendus par an, et il y en a beaucoup qui vont être vendus en Chine, donc c'est comme ça. C'est un peu comme vous êtes peut-être contre l'iPhone, mais à un moment donné, ou contre le smartphone, mais à un moment donné, les constructeurs en fabriquent. Donc, il va y avoir des véhicules électriques. Je pense que le vrai sujet sur lequel on devrait se concentrer, c'est sur le poids des véhicules. Il y a un vrai sujet du poids des véhicules. Et là, on est sur une espèce de soubresaut un peu horrible, qui est que les premiers véhicules, justement, ils sont beaucoup plus lourds. J'étais au Mondial de l'Auto, je ne sais pas si vous êtes allé faire un tour, il y a des Audi qui font 2,5 tonnes. Alors, elles sont électriques, elles sont plus bleues, plus vertes, plus tout ce que vous voulez, mais elles font 2,5 tonnes. On dit, attends, il y a 2,5 tonnes sur 2,5 tonnes pour transporter 70 kilos, 60 kilos, bon, c'est quand même... Bon. Donc je pense que le sujet, j'ai envie de dire, il faudrait presque autoriser les modes en fonction de leur poids quasiment. Je veux dire, il faudrait presque arriver sur des choses comme ça. Et effectivement, on ne voit pas... Moi, j'avais une réflexion par rapport à l'autopartage. J'ai dîné récemment avec une personne de chez Daimler. Donc Daimler, ça fait 10 ans qu'ils essaient de partager des voitures. Je veux dire, ils ont beaucoup investi. Ils ont une entreprise qui s'appelle Car2Go, qui vient de fusionner avec celle de BMW. Et je lui disais, OK, est-ce qu'au bout de 10 ans, quand vous sortez une Smart, puisqu'ils partagent beaucoup des véhicules Smart, est-ce qu'elles sont déjà équipées pour pouvoir être partagées facilement ? C'est-à-dire concrètement, est-ce que moi je peux créer une application qui va ouvrir ta Smart? Il me disait, ah ben non, en fait non, il faut mettre un boîtier et ensuite le programmer, etc. Donc pour moi, le vrai changement, il est là, et c'est peut-être là où il faudrait demander des comptes, ou en tout cas impulser, je ne sais pas comment, pour que les véhicules soient prêts à être partagés dès l'achat. Ça, je pense que c'est important parce que c'est un vrai frein, c'est une vraie clé, pardon pour le jeu de mots, mais c'est vraiment la clé. Et puis peut-être on favorise plutôt les véhicules légers sous toutes leurs formes plutôt que les véhicules de plus en plus lourds. 2 points, une autre question. Oui, alors moi j'ai 3 remarques interrogatives. Des questions, hein. Oui, non mais c'est des questions. Et si vous pouvez faire pas trop long. Oui, j'essaye. La première, c'est sûr, parce qu'en fait on mélange un peu beaucoup de choses là. On mélange l'autopartage, l'autonomie, l'électricité, l'énergie, bon, ce sont des choses différentes et qui sont pas forcément amalgamées. Mais M. Schulz a bien défloré le sujet. Mais ma première remarque par rapport à ce que la production première question par rapport à ce que la production de voitures massives en Chine, etc., c'est quel est le coût, quelle est la faisabilité écologique et le coût écologique de production de temps de batterie? Est-ce que vraiment on va avoir les ressources pour le faire? Ça, c'est ma première question. Deuxième question sur, vous avez dit, M. Schulz, on peut peut-être le fret, les camions, on peut peut-être être autonomisé, c'est plus facile que le transport voyageur. Mais comme a dit Karima Deli, on ne veut pas se confier sa vie à un robot. Or, sur l'autoroute, moi, si je suis sur l'autoroute sur la voie de gauche avec ma bagnole, je ne vais pas confier ma vie au robot du camion qui est sur la file de droite. Donc, il y a un problème là. Et dernière question, plutôt pour Robin Chase. Alors, votre film, alors c'est là qu'il est dans l'amalgame, c'est que votre film, moi, l'autopartage c'est très bien, donc vous avez inventé Zipcar, tout ça c'est très bien, mais j'allais dire, ça n'a rien à voir avec l'autonomie des véhicules.
Et finalement, le film qui est présenté là, pour moi, ça s'appelle, enfin le service qu'on appelle que vous appelez de vos voeux, pour moi, ça s'appelle un service public de transport collectif. Du transport collectif, c'est pas véhicule autonome. Parce qu'on pourrait faire aussi la même chose sans autonomie, avec des chauffeurs. Voilà, bon. Alors, vu que vous avez 3 belles questions pour chacun des intervenants, c'est quand même très rentable. Est-ce que vous souhaitez y répondre de manière courte, très courte? Aux États-Unis, on parle des 3 révolutions: autonome, partagé, électrique. J'aurais dû dire partagé, électrique et autonome, et ça avance comme ça. Et ça va se faire tous ensemble. Et si on compare ces 3 révolutions et le transport public, ça dépend. Parce que dans une ville très dense comme à Paris, oui, je peux aller d'ici à là, peut-être changeant de fois, peut-être en Paris, ça coule, le train arrive tous les 3 minutes, mais dans beaucoup de villes et beaucoup d'endroits, j'attends 30 minutes pour l'autobus qui vient me prendre, blablabla, c'est pas gentil, j'ai fait 3. Et alors là, on peut avoir... Oui, exact. Alors on a cette possibilité d'avoir des voitures autonomes partagées électriques qui peuvent achever ces 300. Mais c'est ça pourquoi je suis pour. Je ne suis pas pour des voitures autonomes sans avoir ces autres choses. Mais il y a une place pour ça aussi. Karima, Téli ? Sur les batteries électriques, je crois que je vais vous le laisser. Oui, tu vas. Sur les batteries électriques, c'est que l'Europe est très en retard. Nos concurrents internationaux, les États-Unis, savent faire de l'autonomie jusqu'à 600 km. Et la Chine sait faire aujourd'hui 400 km. En Europe, on sait faire 150. Donc vous voyez, c'est-à-dire que sur la recherche et développement en Europe, on a beau pousser, c'est qu'à un moment, on a des constructeurs automobiles qui ne veulent pas mettre. Et donc, nous, notre but, c'est de dire demain, c'est que l'autonomie, oui, mais comme je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut penser notamment en cycle de vie. Parce que vous prenez une voiture aujourd'hui ou un bus chinois, son coût écolo explose par rapport à un produit qui serait fait en Europe, alors que nous avons tout pour faire en Europe. Donc c'est la raison pour laquelle je vous fais un scoop. L'an prochain, en avril prochain, je crée le premier sommet européen de la reconversion de l'industrie automobile. Non pas parce qu'il faut faire de nouvelles politiques industrielles, et les 12 millions de salariés, je vous ai parlé tout à l'heure, non pas qu'ils vont perdre leur travail, parce qu'ils ont des savoir-faire incroyables. Mais il va falloir les reconvertir dans d'autres secteurs. Une des vraies questions que vous avez posées, monsieur, c'est que la voiture autonome doit être vue comme un service public. Elle doit notamment être partagée, mais ça doit être un service public. Pourquoi ? Parce que ce qui manque, c'est les services à la demande. C'est ça qu'il nous faut. Mais il ne faut pas avoir la voiture autonome de manière individuelle. Ça ne sert strictement à rien. Ça, c'est là. Et ensuite, la technologie, je pense, dans le futur, doit nous permettre, et ça c'est encore aujourd'hui dans les mentalités, c'est en train d'arriver, la technologie permet concrètement que les citoyens deviennent, et vous avez raison, que votre titre de votre table ronde, c'est pas la mobilité, ce sont les mobilités. Pourquoi ? Parce que demain, chacun d'entre vous, vous allez créer votre propre mobilité si on arrive à régler ce qu'on appelle l'intermodalité. Je sors du train, j'ai un transport public et je peux aller jusque... Et en tenter. Et la technologie fera, grâce à votre smartphone, de faire votre propre trajet. Mais encore faut-il ne pas oublier que tout le monde n'a pas un smartphone. Juste, je vais être très court. Oui. Je pense que le vrai sujet, c'est plutôt l'algorithme et donc la dépendance que nous avons au niveau de l'industrie des logiciels. Toutes les briques au niveau de l'industrie du logiciel est fournie par l'Amérique. Et donc, notre vraie dépendance, elle est là. Parce que si, au niveau des algorithmes, on est fourni par les États-Unis et que l'Europe n'est capable que de paramétrer les produits, chaque fois que vous aurez une réglementation, vous êtes obligé de faire appel à l'industrie du logiciel. Donc, notre vraie dépendance, elle est là et elle n'est pas... Elle ne concerne pas que la mobilité, bien sûr. Une réponse courte, Stéphane, là-dessus. Le sujet a été abordé tout à l'heure. Non, ce qui est intéressant avec le sujet du numérique et de la mobilité, c'est que
on s'aperçoit que l'algorithme en soi, alors un algorithme, c'est un calcul, hein, il a une valeur, mais il a très peu de valeur s'il n'est pas associé à des utilisateurs. Et la particularité des entreprises du numérique, on va dire, la valeur énorme qu'elles ont, c'est qu'elles ont à la fois l'outil, l'algorithme, et les utilisateurs qui permettent d'améliorer l'algorithme en permanence. Et on a ce sujet-là, en fait, aussi sur le véhicule autonome. C'est-à-dire, plus vous roulez, plus vous entraînez finalement votre programme, hein, puisque on parlait de création de données, mais la donnée, elle est dans le fait de rouler. Donc vous avez aujourd'hui ceux qui sont partis en tête, ils ont énormément d'avance, et ils ont une avance qui est exponentielle, c'est-à-dire qui a tendance, ils s'améliorent, ils roulent de plus en plus, ils s'améliorent encore. Donc effectivement, on a un sujet de dépendance de mathématiques pures, mais alors, il s'avère que par hasard, moi j'anime pour l'INRIA dans 10 jours, je vous invite à venir, c'est l'Institut national de la recherche en informatique. En informatique et appliquée, c'est ça. Donc c'est à Station F le 20 novembre, venez nombreux. Un sujet donc justement sur les véhicules autonomes. Et donc d'après ce qu'on m'a dit, au contraire, en France, en Europe, on a des excellents ingénieurs, on a une excellente filière mathématique. Ce qui nous manque, c'est ce contact avec ce que d'autres ont appelé la multitude, c'est-à-dire comment est-ce qu'on a des applications concrètes qui permettent d'avoir ces algorithmes au contact des gens, que ce soit dans les deux marchés qu'on a évoqués, c'est-à-dire faire rouler le véhicule, il faut qu'il roule, il faut qu'il y ait énormément d'exemples, mais aussi toute la partie partage qui nécessite d'avoir le contact avec l'utilisateur final pour comprendre ce qu'il veut, pour être capable de prédire ses besoins et avoir ce contact en fait, avec lui au quotidien. C'est-à-dire qu'il y a ces deux sujets-là, il y a le sujet de l'algorithme et il y a le sujet du contact avec l'utilisateur. On s'autorise à déborder encore un peu si ça vous va, parce que le débat est quand même, ça serait frustrant de l'arrêter là. De toute façon, vous serez récompensé juste après, puisqu'il y aura ce temps d'apéro et vous pourrez continuer à discuter avec les intervenants qui resteront sur place. Encore une ou deux questions. Il n'y a que des hommes. Donc peut-être qu'on va passer la parole à une femme, si ça vous va, parce qu'on n'a eu que des hommes qui posaient les questions. Si on en a une qui se dévoue, ça peut être aussi intéressant de mixer un peu. Puis après, on passera peut-être une question courte. On essaye de faire des réponses courtes et puis on... Très bien. Une question courte. Vous avez dit que la mobilité serait partagée, autonome, électrique. Moi, j'entends souvent aussi qu'elle est aussi connectée, cette mobilité. Et il y a la question, on a parlé un peu rapidement de l'open data. Je voulais savoir un peu l'Europe, comment elle se positionne sur cette open data, comment est-ce qu'on protège nos données personnelles et en même temps, en les partageant, comment est-ce qu'on protège la sécurité de tout le monde. L'Europe a fait une première étape, c'est ce qu'on appelle le RGPD. Le RGPD, justement, nous permet justement de protéger la vie des citoyens et de faire en sorte qu'eux soient responsables aussi de leurs propres données. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, monsieur tout à l'heure a parlé des algorithmes. Nous sommes en train de travailler sur le fait que les algorithmes de demain doivent avoir des aspects très clairs, très éthiques, parce que l'homologation des logiciels va être aussi une vraie étape. Par exemple, si vous avez une voiture autonome, dans son logiciel, il dit « Désolé, je ne prends pas de femme », c'est dans son logiciel, on a un problème d'algorithme. Ouais, non, sauf que ça, il faut cadrer. Donc il faut des règles éthiques, des règles juridiques et des règles aussi, entre guillemets, de protection. L'Europe est en train de travailler de manière au maximum sur ces questions-là. On va voir si demain, parce que ce qui nous manque à l'Europe, c'est aussi notre propre Google, etc., pour pouvoir aussi avoir nos propres données. Le problème, il est face aux GAFA. Comment on fait pour que les données des citoyens européens, justement, ne soient pas récupérées comme ça du jour au lendemain par les GAFA? Et ça va être vraiment une des grandes batailles, parce qu'on ne fait pas n'importe quoi avec les données des citoyens européens. Et concernant votre question d'algorithme, donc ça, au niveau européen, ce qui nous manque aussi, c'est, vous savez, au niveau européen, il y a ce qu'on appelle une agence européenne de l'aviation. Tous les avions au monde peuvent justement aller dans le ciel européen. Sauf qu'on ne fait pas n'importe quoi avec le ciel européen, puisque c'est une agence européenne indépendante de l'aviation qui vient contrôler tous les avions qui viennent au-dessus de notre ciel. Et bien pour les algorithmes demain, ce sera pareil. Il y aura une agence européenne justement qui viendra contrôler. Et un des premiers contrôles sur lequel on est en train de travailler, c'est toutes les questions de cybersécurité. Parce qu'on oublie aussi de parler de ça. La voiture autonome demain
on va devoir aussi travailler sur cette question de cybersécurité. On ne fait pas n'importe quoi. Il faut anticiper justement sur les risques que pourrait avoir demain cette cybersécurité. Et moi, vous nous avez dit, j'ai cru comprendre, qu'à l'espace, dans moins de 10 ans, au moins dans la région parisienne, on aurait 80% de voitures électriques. Mais alors la question que je me... c'est ce que j'ai cru comprendre. Bon, c'est visible. Mais la question que je me pose, le jour où on aura 200 000 voitures électriques dans la région parisienne qui vont se brancher entre 18 et 20 heures pour se recharger, avec quelle électricité vous allez la recharger ? Une usine au charbon ? Non, bien sûr. Non, mais tout ce qu'on se dit là, c'est ça qui est étonnant, c'est qu'on a ces trois sujets qui partent en même temps, c'est-à-dire comment partager les véhicules, la connectivité, l'assistance qui arrivera jusqu'à l'autonomie, et puis l'électromobilité. Et aucun de ces trois sujets n'est soutenable. C'est-à-dire si on copie-colle la situation actuelle avec ça, ça ne marche pas. Mais de même, si on raisonne, on n'a pas électrifié ou on n'a pas automatisé le cheval non plus. Je veux dire, à un moment donné, il y a eu des ruptures plus puissantes que ça. Donc, d'abord, les chiffres que j'ai, moi, c'est 2040, un véhicule sur 3 nouveau. Donc, ce n'est pas 80%, rassurez-vous. Après, il y a énormément de choses sur l'efficacité énergétique du véhicule électrique qui est plus efficace. C'est-à-dire, en gros, votre véhicule, il passe beaucoup d'énergie à chauffer autour de lui et pas beaucoup à vous déplacer, le véhicule thermique. Et puis ensuite, effectivement, il y a la question du mix énergétique. Quand est-ce qu'on recharge, comment, etc. Mais je vous rejoins. Encore une fois, je ne veux pas conclure, mais... La mairie de Paris voudrait... On ne va pas copier-coller la situation actuelle, ça ne fonctionne pas. On est tous d'accord. C'est même, voire c'est pire, et c'était bien le propos. Et c'est pour ça que cette vidéo, je trouve, elle a vraiment fait son effet. C'est-à-dire, elle a dit, attention, si vous copiez-coller la situation actuelle, vous prenez des véhicules autonomes, ces véhicules autonomes, ils ne vont pas du tout faire ce que vous pensez. Ils vont au contraire empirer la situation. On peut dire la même chose sur l'électrique. Donc le sujet, c'est de réduire le poids des véhicules et d'avoir moins de véhicules. Et pour avoir moins de véhicules, il faut les partager. Une dernière question. Et puis comme ça, on conclura là-dessus. De toute façon, apéro, boisson, etc. Donc, dernière question courte. Je travaille à la ville de Paris. Donc, je ne vais pas rester silencieux comme on m'y a invité. Merci d'avoir soutenu le rôle des villes dans cette révolution autonome. Et moi, personnellement, dans mon travail, je cherche à le soutenir en soutenant des expérimentations de véhicules autonomes et aussi en travaillant avec l'adjoint en charge de l'urbanisme à réfléchir à quels seraient les potentiels impacts pour les anticiper avec Jean-Louis Missica. D'ailleurs, on a effectivement toutes ces questions, c'est des questions qu'on se pose. J'aime bien répondre sur la question, mais est-ce qu'on ne va pas remplacer la marche et les modes actifs. Une première évaluation d'expérimentation qui est menée à Rouen montre que les véhicules sont tellement lents que les gens marchent. Ils marchent d'autant plus que ça a pacifié l'espace public. Donc je me dis, si c'est ça, le bilan du véhicule autonome, c'est peut-être pas si mal par rapport à nos politiques. Alors je voulais quand même réagir. Voilà. Juste une question à Madame Karima Deli. Vous avez parlé des normes, c'est bien votre métier au Parlement européen de faire des normes, mais vous savez aussi, notamment dans le secteur automobile, comment les normes sont manipulées, comment elles ont pu tromper les citoyens, comment est-ce qu'elles ont servi à nous vendre des véhicules diesel en nous faisant croire qu'ils étaient propres. Est-ce que c'est pas l'occasion justement, le véhicule autonome, enfin la révolution numérique qui arrive dans l'automobile, de re-questionner la manière dont on produit des normes en regardant ce qui se fait dans le numérique, Internet ou Wikipédia. C'est des normes qui ont été constituées différemment, non pas dans des petits cénacles avec des lobbies qui ont les moyens d'y aller, mais de manière beaucoup plus ouverte et vraiment en produisant des sortes de biens communs qui permettent aujourd'hui d'organiser au niveau mondial ces nouvelles technologies. Vous avez raison. D'ailleurs, merci à la mairie de Paris, parce que quand on a levé le Dieselgate, il y a plusieurs villes en Europe qui ont saisi la Cour européenne de justice pour dire « Attendez, là, on a un problème ». Et moi, j'en ai eu bien besoin pour la commission d'enquête, donc merci pour ça. Le problème, pourquoi l'Europe n'a pas détecté justement ce problème? Pourquoi ce sont les États-Unis qui ont dit « Attendez, il y a 11 millions de véhicules, il y a un logiciel fraudeur. » Pourquoi nous, Europe, on n'a pas contrôlé ça? C'est quand même dingue. C'est parce qu'en Europe, il n'y a pas d'agence européenne indépendante de contrôle et d'homologation. Donc nous, notre rôle, c'est une agence indépendante de contrôle et d'homologation. C'est pas encore gagné, hein.
parce que les constructeurs automobiles, le lobby automobile est très fort au niveau européen. Donc ça, c'est la première chose. Donc il faut une entité. La deuxième chose, vous dites, il faut, oui, un bien commun. Le bien commun, c'est un moment aussi que tous les citoyens regardent et partagent la technicité. Quand vous parlez d'intelligence, par exemple, artificielle, qui sait concrètement ce qu'est l'intelligence artificielle? Et donc, dans le 21e siècle, il faut que nous aussi, citoyens, nous soyons plus performants que cette machine et soyons éduqués à ces nouvelles technologies pour que demain, on puisse réellement faire un bien commun et on puisse juger de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien. Est-ce que vous voulez un mot de la fin, chacun d'entre vous? Robin Chase? Juste répondre sur ce sujet digital. On peut voir open source code, ce qui veut dire que tout le monde peut regarder qu'est-ce qu'il y a là-dedans. C'est pas une chose, open source, c'est mondial, ça appartient pas aux États-Unis, à l'Europe. Open source veut dire que tout le monde. Et aussi, on a besoin de cette idée de open data, mais quel data? Et c'est difficile d'imaginer. À mon avis, il faut une entité du tiers, trusted third party. C'est quoi? Ben, trusted third party, parce que quand on pense à ces données, il y a la ville qui veut faire du bon planning, ou combien de voitures est-ce qu'il y a, où est-ce qu'il s'arrête, de quelle vitesse, et on veut qu'il sache ces choses pour améliorer la ville et décider où mettre des choses. Mais pour avoir ces données, je ne veux pas qu'ils sachent où moi, Robin Chase, aller à chaque moment d'ici à là, à quelle heure, et aussi si je suis l'entrepreneur, le service qui le donne, je ne veux pas que tout le monde sache ce que moi, ma service fait, à condition des choses, des idées compétitives. Alors, il faut quelqu'un entre ces trois choses qui protège pour moi, comme individu, qui protège pour les entreprises, mais donne aux villes ce dont ils ont besoin. Alors, il y a cette idée, on a besoin d'une tierce chose, mais open data et open source. Et le mot de la fin, Stéphane, si tu veux prendre cet honneur. Oula. Et après, on descend non, et je on pense se retrouve pour discuter. Il faut prendre du recul. Le numérique au sens large, c'est vraiment une révolution au même titre que ça a été cité, les canaux, le ferroviaire et la route. Quand vous regardez l'histoire, c'est pas si vieux que ça, hein, c'est vraiment intéressant. Moi, je vous invite à lire Carlota Pérez, si vous connaissez, sur l'histoire des crises, enfin, des grandes périodes de croissance et de crise. Il y a toujours une période où on part très vite, souvent par des initiatives privées, donc ce qui pose beaucoup de questions. À travers la question, il y a d'autres questions qui se posent. Pourquoi c'est des privés? Est-ce qu'ils sont gentils? Est-ce qu'on peut leur faire confiance? Puis après, il y a une période de crise. C'est-à-dire, il y a une période où ça casse. Et ensuite, on construit les infrastructures qui permettent de faire fonctionner ces nouvelles technologies. Donc, c'était comme ça pour les canaux, si vous regardez dans l'histoire, c'était comme ça. Alors, pensez au canal de Suez, à tous ces scandales. C'était pareil pour le ferroviaire. Les quartiers, les noms des quartiers de Paris sont des noms d'entrepreneurs qui ont équipé Paris avec le chemin de fer, donc c'est pas nouveau. Il y a eu une crise et ensuite l'État a repris en main. C'était pareil pour la route. Donc il faut maintenant passer à cette quatrième étape et construire les infrastructures numériques. Et je suis content parce que je vois qu'on y est, on est en train de travailler dessus. Il y aura une crise, c'est pas un scoop. Il y aura cette période de doute, de crise, et ensuite il faut commencer dès maintenant à construire en fait les infrastructures futures pour que ça fonctionne. Et ce sera forcément la collectivité qui les construira. Merci beaucoup à toutes et à tous. Et à vous. On a largement débordé, donc maintenant vous avez l'occasion de vous déshydrater, de manger un petit peu, de discuter avec nos intervenants. Et on se retrouve dans 2 semaines.